Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et aujourd'hui, contrairement encore une fois à toutes mes habitudes, je vous lis un texte. C'est le livre 2024 que j'ai entièrement écrit et dont le but est de redonner leur force à nos démocraties, de remettre les politiques au service du seul souverain, le peuple. Et je vous donne une feuille de route, point par point, qui vous permettra de réaliser notre rêve à tous, d'avoir des structures de gouvernance qui sont à notre service et vous retrouverez la totalité du texte sur notre site internet www.4v24.com gratuitement. Et sinon, vous avez le livre disponible en français et en anglais sur Amazon, tout simplement. Donc 2024, dont je suis l'auteur. Voilà, mon nom est Pascal Borel et je ne vous parle pas des montagnes suisses aujourd'hui, je vous parle de Genève. Aujourd'hui, chapitre 6, éducation. Tous les sages qui ont médité sur l'art de gouverner les hommes sont arrivés à la même conclusion. Le destin des nations et des civilisations dépend de l'éducation des jeunes. N'entraîne pas tes enfants à apprendre par la force. Dirige-les plutôt vers ce qui amuse leur esprit pour que tu puisses découvrir les talents uniques de chacun d'entre eux. L'objet de l'éducation est de t'apprendre à aimer la beauté et de te donner une vie accomplie. Si ton éducation te donne des connaissances plutôt que des valeurs, tu auras une vie misérable. Imposer ta façon de penser aux jeunes, leur imposer tes habitudes, est criminel, car elles ont été faites pour un autre temps, pour une autre époque. La seule chose importante que tu apprends à l'école est que tu n'apprends rien de ce qui est important à l'école. L'éducation utilise le passé pour justifier le présent. Cette inertie est devenue notre dictature intérieure. L'éducation est l'arme la plus puissante que tu puisses utiliser pour changer le monde. En 1920, soit il y a précisément un siècle, la richesse de vocabulaire dans l'écriture des travaux de mémoire des universitaires ayant obtenu leur diplôme était en moyenne de plus de 4200 mots. Les mêmes universitaires de 2024 n'utilisent plus que 1800 à 2200 mots dans la rédaction des mêmes travaux de mémoire. C'est totalement contre-intuitif, car en un siècle, la masse des connaissances humaines disponibles a plus que doublé. Les sciences ont progressé. De nouveaux sujets comme l'informatique, la physique des particules, la physique de l'infiniment grand, les nouveaux matériaux, les mathématiques, les nouvelles maladies et les mots qui permettent de décrire ces nouveaux domaines ont été créés. Alors pourquoi avons-nous tant régressé dans la richesse du vocabulaire que nous utilisons? C'est parce que nous avons standardisé tous les programmes éducatifs. C'est parce que nos enfants sont tous formatés de la même façon. C'est parce que les parents n'éduquent plus leurs enfants, chacun à leur manière. Les parents ont abdiqué l'éducation de leurs propres enfants. Ils délèguent ce rôle à l'État et aux soi-disant spécialistes professionnels de l'enseignement. Il y a 1 ou 2 siècles, l'enseignement était une affaire de bénévoles, souvent des religieux, qui avant toute chose transmettaient les valeurs qui nous unissent avant ou autant que le savoir. Il n'y a pas plus d'1 siècle ou 2, si tu avais dit à des parents qu'ils devaient se séparer de leurs enfants tous les jours de 8 à 17 heures pour les envoyer se faire éduquer par l'État et ses servants, ils t'auraient probablement
enfermé, lynché ou tué. Tu aurais été perçu comme un traître à ta propre famille. De nos jours, que ce soit les instituteurs de la petite enfance jusqu'aux professeurs d'université, ils n'ont plus le droit d'enseigner selon leur éthique professionnelle. Ils n'ont pas le droit de créer le programme d'enseignement qui s'adapte le mieux à leurs élèves, qui tient compte des dernières connaissances, qui se concentre sur ce qui est vraiment utile à l'élève ou à l'étudiant. On leur impose un programme standard qui, s'il n'est pas suivi, constitue une faute professionnelle qui privera l'enseignant de son métier et fera redoubler l'élève. L'enseignement n'est plus une vocation, ou si ça l'est encore pour certains individus, ils ne trouveront jamais d'emploi. Les enseignants par vocation ont été remplacés par des mercenaires de l'éducation payés pour enseigner et soumis aux diktats de l'État, des donateurs et autres sources de financement. L'enseignement étatique ne s'est pas proposé autre chose que du one size fits all, une taille et même taille pour tous. Comme si le même programme pouvait convenir à tous nos enfants, comme si une seule taille de vêtements pouvait habiller tous les êtres humains. Il est clair que cette standardisation ne peut pas apporter de bons résultats. Nous sommes tous fondamentalement différents. Nous apprenons tous à des vitesses différentes. Certains sont bons dans les chiffres, d'autres en littérature, d'autres en sciences, d'autres dans la communication et l'expression orale. Je peux continuer ainsi quasiment à l'infini. Comment peux-tu croire que la centralisation étatique, la standardisation des programmes de l'enseignement est dans l'intérêt de tes enfants? Comment peux-tu croire que le même programme éducatif puisse convenir à tous? C'est un mensonge. Pire, c'est une trahison des adultes envers nos enfants. C'est la trahison envers tes propres enfants. C'est une monstruosité. C'est une honte. Les politiques te l'ont imposé par petits pas successifs pour que tu ne te rendes compte de rien, pour que leurs mensonges deviennent ta réalité. Lentement, mais sûrement, pour que tu l'acceptes comme bon argent. Il y a 1 ou 2 siècles, aucun père, aucune mère n'aurait accepté d'abandonner ses enfants à l'État pour y être éduqués. L'éducation est une responsabilité parentale et non étatique. Les individus qui acceptent, ou pire, qui souhaitent se débarrasser de l'éducation de leurs enfants, devraient avoir l'honnêteté de ne pas en avoir. Aucun humain ne devrait amener un enfant dans notre monde s'il ne s'engage pas personnellement à l'accompagner dans son développement jusqu'au bout pour lui offrir les valeurs qui révéleront ses talents. Les enfants ne respectent pas ou plus leurs parents. Mais en fait, ce sont les parents qui ne respectent plus leurs enfants. Comment veux-tu que le cerveau d'un jeune humain, qui est par définition vide à la naissance, acquiert le respect pour ses parents s'il n'en a pas l'exemple, si ses parents ne le respectent pas, si dès les premières années de vie, il est abandonné au système scolaire étatique qui lui enseignera l'orthographe et l'arithmétique élémentaire, mais en aucun cas l'honneur, la justice, le respect, la reconnaissance, l'amour qui nous unit. Si tes enfants ne te respectent pas, c'est que tu ne mérites pas d'être respecté. Tu ne leur en donnes pas l'exemple, tu les as abandonnés. Les humains apprennent par mimétisme, et même si, à tes yeux, l'exemple n'est pas la meilleure façon d'éduquer, sache que malheureusement, c'est la seule. Essaye de t'en souvenir. En fait, tu reproduis ce dont tu es victime, ce que tes parents ne t'ont pas donné, ce qu'ils n'ont pas fait pour toi.
et il suffit de 2 ou 3 générations pour que les fondamentaux soient oubliés. À titre personnel, j'ai un fils, mais il n'a pas de père. Pour lui, je suis un copain. Il n'a aucun respect pour moi. Il m'interrompt à chaque phrase, il ment, il menace, il insulte. Et le pire, c'est que c'est de ma faute. Je suis responsable. Je me suis laissé manipuler. J'ai été faible. À l'âge de 6 ou 7 ans, je le surprends à frapper sa mère à coups de poing. Et quand je veux intervenir et le punir, ma femme m'en empêche. Elle croit bien faire, car elle est victime de ce que ses parents lui ont enseigné, ou plutôt de ce que ses parents ne lui ont pas enseigné. Pour elle, l'éducation se résume à faire des bisous et à offrir des biens matériels. En aucun cas à partager des valeurs humaines ou au minimum à renforcer les comportements positifs et à sanctionner les comportements négatifs. C'est un abandon et l'enfant le ressent très profondément en lui. Il est désemparé. Il a perdu les repères qui, en temps normal, servent de fondation à son comportement social. J'ai laissé couler, car je n'ai pas voulu me mettre en conflit avec ma femme. Mais quelle faiblesse, quel abandon de mes devoirs les plus élémentaires, quel égoïsme de ma part, car j'ai privilégié ma personne, mon confort immédiat, mon entente avec ma femme, plutôt que d'offrir à mon propre fils ce que je lui dois, ce qu'il aurait mérité de recevoir si j'avais été un père digne de ce nom. Comment veux-tu que l'enfant que j'ai abandonné me respecte? Je l'ai, mais comme le nez au milieu du visage. En fait, j'ai honte. Comme les bases de l'éducation parentale n'existent plus, les jeunes humains sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont plus aucune confiance en eux. Ils ne croient plus dans toutes les valeurs qui font le succès de notre espèce. Ils ne croient plus en l'amour. Ils n'en ont jamais eu l'exemple, ni de leur père, ni de leur mère, divorcés ou séparés dans la majorité des cas. Comment peuvent-ils reproduire un exemple, un modèle qu'ils n'ont jamais eu? Nous apprenons tous par mimétisme, car nous avons des neurones spécialisés pour ressentir en nous ce que ressentent les autres. C'est ce qui nous permet de reproduire les modèles qui nous semblent les plus adaptés à notre environnement ou plus simplement les mieux adaptés à notre vie. Nos jeunes ne croient plus en la famille et ils ont raison, car en Occident, ce n'est plus une fondation qui leur permet d'apprendre les valeurs qui font la force de notre espèce, de créer et de chérir ce qui nous permet de vivre ensemble dans l'harmonie pour transmettre la vie à notre tour. Les pères, leurs pères et leurs mères ont démissionné. Ils leur mentent en permanence sur tout. À titre d'exemple, le premier mensonge à tes enfants. Rien n'est plus important que ta carrière professionnelle. Le deuxième mensonge. Il n'y aura jamais rien de plus important dans ta vie que ta carrière professionnelle. Le troisième mensonge. Ton succès ne viendra que de ta carrière professionnelle. Le quatrième mensonge. Il ne devrait rien avoir de plus important dans ta vie que ta carrière professionnelle. Tu ne le fais pas par malice ou par volonté de nuire. C'est ce que le système te demande de transmettre à tes enfants. C'est ce dont tu t'es laissé convaincre et que tu répètes comme un perroquet dans un cirque car tu n'as jamais pris le temps d'y réfléchir. C'est une recette pour le désastre humain aux conséquences dramatiques que tu observes partout dans les sociétés occidentales. Mais il y a pire. Dès que les parents se rendent compte des dégâts infligés à leurs propres enfants par leur absence, ils se déchargent de leurs responsabilités sur des spécialistes experts de la nutrition en cas d'obésité,
sur des spécialistes experts psychologues en cas de comportement inadapté, etc. Ils vont même jusqu'à accepter de gaver leurs enfants de Ritaline et autres neurotropes pour se soulager et ramener une harmonie artificielle, une harmonie chimique jusqu'au sein même de leur propre famille. Bien sûr, pour le plus grand plaisir de l'industrie médicale et pharmaceutique, qui se gave financièrement du malheur des premiers. Toujours les mêmes motivations financières qui, cette fois, trouvent leur ancrage dans la démission des parents. Même les éducateurs professionnels de l'enseignement sont complices et préconisent les neurotropes pour se faciliter la vie et ne pas avoir à travailler pour faire de leurs élèves des individus de valeur. Je vois encore un directeur d'établissement scolaire me donner l'exemple de parents qui avaient un fils difficile, entre guillemets, et qui l'ont dopé à la Ritaline pour en faire un mouton. Ce professionnel me disait avec la fierté du résultat obtenu, mais quel soulagement pour la famille et pour les enseignants. Juste une démission de plus. Pauvre enfant qui a perdu sa personnalité pour devenir un mouton docile qui suit le troupeau, un futur bon employé, une bonne machine à fric, à l'image du mandat éducatif des programmes scolaires standardisés des États. Le pire est qu'à la suite de ces discussions, ma femme a insisté pendant des années pour mettre notre propre fils sous neurotrope. Elle ne voulait en aucun cas lui nuire, mais elle est tellement formatée, elle veut tellement faire confiance à ceux qui lui servent de référence qu'elle accepte le marketing des criminels de l'instruction publique, des criminels de l'industrie médicale et pharmaceutique, sans même se douter du mal qu'elle s'apprête à faire à son propre enfant. Elle est si peu consciente de son rôle de mère, elle est tellement désemparée par l'échec de sa relation avec sa descendance qu'elle cherche le salut dans les drogues avec le support des soi-disant spécialistes, experts, pédopsychiatres, médecins et autres. C'est une réaction psychologique qui a une fondation neurophysiologique appelée auto-extériorisation, dans lequel elle doit trouver un bouc émissaire, un responsable de son misérable échec pour décharger sa culpabilité sur lui. Elle extériorise ce qu'elle perçoit à juste titre comme sa responsabilité sur un autre pour se vider de la violence des sentiments d'impuissance générés. Tous les parents qui, dans leur enfance, ont été victimes d'une éducation déléguée à l'État plutôt que de recevoir celle de papa et maman, sont dans le même désarroi. À titre d'exemple, Léonard de Vinci, Michel-Ange, un des artistes peintres et génies de son époque qui a le plus contribué au patrimoine humain d'aujourd'hui, a eu une enfance difficile. Fils illégitime, il est pratiquement kidnappé par son père qui l'enlève à sa mère vers l'âge de 5 ans pour être élevé par son grand-père et sa belle-mère, qui malheureusement mourut jeune. Penses-tu un instant que si ces éducateurs successifs l'avaient mis sous neurotrope, Ritaline, benzodiazépine ou autres saletés produites par l'industrie pharmaceutique, il aurait peint la chapelle Sixtine? Penses-tu un instant que si son père s'était débarrassé de sa responsabilité parentale en laissant des éducateurs ou des médecins le gaver de neurotropes, il aurait peint la Joconde? Tu connais bien évidemment les réponses. Pourrais-je humblement te demander d'en tirer quelques conclusions et de passer à l'action? Ou est-ce trop te demander? Tu considères sans doute que tes propres enfants n'en valent pas la peine. Je vais vomir. C'est certain, certains parents ont la disponibilité et surtout l'honnêteté
volonté de vouloir pratiquer une éducation parentale. C'est un parcours du combattant. Les États et leur cadre légal t'interdisent de pratiquer l'école à la maison, car ils veulent garder le monopole de ce qu'ils mettent dans le cerveau des plus jeunes. Non seulement il est pénal d'éduquer tes enfants selon tes convictions, selon tes valeurs et ce à quoi tu donnes de l'importance, mais en plus, l'État t'impose d'être un père ou une mère incompétente. Quand tu envoies tes enfants à l'école étatique, tu n'éduques plus. Tu deviens toi-même incompétent car tu abandonnes ton rôle de père ou de mère. Comme tu le sais, nous sommes les champions de l'adaptation et aucun être vivant ne dépense son énergie pour maintenir une fonction qu'il n'utilise plus. C'est en ce sens que je te dis que l'enseignement étatique t'impose d'être incompétent dans le domaine de l'éducation, car tu as l'interdiction de pratiquer. Tu es légalement tenu de déléguer cette fonction à l'État. C'est d'autant plus dramatique que les valeurs de l'amour, les valeurs de la famille, le respect pour papa, pour maman, pour tes frères et tes sœurs, pour les autres, s'acquièrent durant les premiers stades de l'enfance. Quand les enfants ne sont que peu exposés aux valeurs humaines, ils ont de très fortes chances d'être asociaux et incapables de fonder une famille à leur tour, encore moins de transmettre quoi que ce soit à leur descendance. Ils deviennent des infirmes émotionnels, incapables d'empathie, incapables de s'aimer eux-mêmes, d'aimer les autres, de s'entendre, de collaborer. Ce sont des asociaux. Ça va même plus loin, car les statistiques montrent que dans les démocraties occidentales, plus de 80% des délinquants en prison sont issus de familles où il manque le père. C'est un abandon systématique, c'est une obscénité, mais les États s'en satisfont, car cela justifie les moyens répressifs qu'ils ont mis en place pour te contrôler. Je prends mon cas en exemple, car c'est celui que je connais le mieux. Pour mon fils, Rakam Georges Théobald Borel, et pour moi, Pascal Thierry Borel, l'environnement occidental dans lequel nous vivons est devenu toxique. Être exposé aux mensonges, aux accusations de complotisme, aux agendas douteux quant aux motivations des politiques, du corps enseignant, du corps médical et de tant d'autres est toxique. Ce n'est plus un exemple pour un jeune enfant qui doit acquérir les valeurs humaines et la confiance en sa capacité de créer une famille, d'avoir des enfants et de bien les élever. Si mon fils Rakam n'a pas cet exemple et la sérénité qui va avec, comment veux-tu qu'il puisse un jour transmettre la vie avec de bonnes chances de faire autre chose que des enfants détraqués ou complètement déséquilibrés? L'exemple que le monde occidental nous propose aujourd'hui est à l'image de ce qu'une famille ne devrait jamais devenir quand elle a un père qui joue son rôle, un père qui tient sa place. Les valeurs religieuses nous enseignent que pour réussir, les humains ont besoin d'un père de famille, d'un père de la nation et d'un père dans les cieux. Il est grand temps que nous réfléchissions au message qui nous a été adressé par les pères fondateurs de nos religions. Pourquoi leur message est-il au cœur de toutes les plus grandes civilisations humaines? Penses-tu sérieusement que nous devons éliminer les valeurs qui ont créé les fondations du succès de notre espèce et de nos civilisations? Même en sociologie, on dit que le père, c'est la loi. Cela vient-il de la force physique que le mâle dominant exerce sur le reste du groupe, sur son clan, sur sa famille? C'est possible. Le fait est qu'au cours de l'évolution, la force physique est la première chose que tu as appris à craindre. La force du prédateur qui va te manger, la force de ton ennemi qui t'oblige à te cacher ou à combattre au péril de ta vie.
Cette peur est saine, car elle te force à comprendre les dangers et à t'en protéger. Elle modèle ton comportement et augmente ton espérance de vie. Pour l'écrasante majorité, les pères n'ont pas besoin d'utiliser de force physique, car le simple fait qu'ils en disposent suffit à calmer tout comportement irrespectueux de l'ordre dont ils sont les gardiens. Ton enfant apprend donc la loi, tu pourrais dire les limites, par le père. C'est son premier contact avec le respect que nous avons tous pour les règles qui nous unissent au sein de la famille, puis pour les lois qui nous unissent au sein de la nation et enfin à une échelle globale. Le même concept s'exerce sans doute à l'échelle du monde et même de l'univers. Il faut un père dans la famille, un père dans la nation et un père dans le ciel. Chacun de ces trois pères constitue les piliers sur lesquels un homme s'appuie durant toute son existence. La famille, la nation, la spiritualité. Si l'enfant est armé de ces trois dimensions, il peut se lancer dans la vie avec de bonnes chances de réussir son projet, qu'il soit son projet de vie humaine ou son projet de vie professionnelle. J'estime que mon rôle de père est avant toute chose de partager ces valeurs, de leur donner l'importance qu'elles ont et de les intégrer au centre de l'éducation que je laisserai à ma mort, de l'héritage que je laisserai à ma mort. J'ai la charge de l'éducation de mon fils Rakam, car je ne peux plus déléguer cette responsabilité parentale à l'État. Je lui offre mon exemple, mes valeurs, mon courage, mon travail, mes connaissances. Je ne mens jamais. Je parle avec lui et je lui accorde mon temps quand il le souhaite. Le mensonge, le small talk, la censure, les tabous et le politiquement correct n'ont tout simplement pas leur place à ma table. Je m'efforce d'être l'homme que je voudrais que mon fils soit. Je pourrais te le dire autrement. J'essaye d'être l'homme qui inspirera ma fille désirée Marie-Béatrice Borel quand elle choisira son mari. De ce fait, je m'impose de prendre un peu de distance avec certaines règles imposées par nos politiques occidentaux et leurs cadres légaux, car je ne souhaite pas diminuer la valeur de mon engagement aux côtés de mon fils Rakam Borel et de ma fille Désirée Borel. Je n'essaye plus de trouver dans notre environnement actuel ce qui n'y est pas, ou ce qui n'y est plus, ou ce qui a été mis de côté au deuxième plan, ou de ce que nous avons décidé de ne pas partager avec nos descendants. Je ne livre que les combats que j'ai une chance de gagner. J'élude tous les autres. Je les remets à plus tard. Je préserve mon énergie et quand le temps sera venu, je serai aux côtés de mon fils, je serai aux côtés de ma fille, je serai là pour lui, je serai là pour elle, comme un père doit l'être. Les systèmes éducatifs occidentaux actuels ne fabriquent que de bons petits soldats, bien formatés pour convenir aux grandes entreprises et à leur logique financière. L'État veut m'interdire le droit d'enseigner à mon fils les valeurs humaines comme la famille, l'amour, la politesse, la solidarité, le respect de l'autre, le partage avec les plus démunis. Tous les outils légaux sont là pour m'empêcher de créer une famille stable et transmettre la vie en éduquant mes enfants décemment. C'est pénal. Et en Suisse, il y a des lois qui m'interdisent de faire de lui autre chose qu'un employé, qu'une machine à fric au service des grands de nos économies. Pour l'État, mon seul rôle est de lui offrir du pouvoir d'achat, comme le font volontiers la plupart des parents,
Logique financière oblige. Je vais te donner un exemple de la façon dont l'État s'est associé aux structures légales et policières pour t'empêcher, une fois pour toutes, d'être responsable de l'éducation de tes enfants. C'est mon histoire, celle que j'ai vécue personnellement avec mes deux enfants, Rakam et Désiré, et ma femme Brigitte. Quand mon fils Rakam avait 9 ou 10 ans, lors d'un petit déjeuner, il mange sans les mains, comme un chien dans sa gamelle. Je lui demande 3 fois de se tenir correctement et de respecter la nourriture qu'il a dans son assiette. Il rigole, il m'envoie paître et continue de plus belle, faisant tomber sa tartine par terre. J'interviens. Mes paroles n'ont pas été suffisantes, donc je prends mes responsabilités de père et je joins le geste à la parole. Je le rends attentif en lui donnant une petite tape sur l'arrière de la tête, mais en douceur. Ce n'est ni une gifle, ni une fessée, encore moins un coup. La cuillère dans son assiette lui fait une petite marque rouge sur la lèvre, juste sur la lèvre supérieure. Aucune coupure, même pas un petit bleu, juste une petite rougeur. Il arrive à l'école quelques minutes plus tard et se met à fanfaronner devant les copains en décrivant la scène. Il leur dit « Ouais, mon père m'a écrasé la tête dans mon assiette pendant le petit déjeuner. » Tous les copains rigolent. Il est la star. C'est lui qui raconte l'histoire la plus fun du matin. Oui, mais une des institutrices, dont j'ai oublié le nom, a entendu la discussion entre Rakam et ses camarades. Plutôt que d'en parler avec lui et avec ma fille Désirée, qui a assisté à la scène et à qui elle enseigne aussi, elle va voir Patrick Dumoulin. Paix à son âme, il est décédé depuis. Enseignant et directeur de l'école à l'époque. En tant que professionnel de l'enseignement, on serait en droit d'attendre qu'il parle aux enfants pour se faire une opinion rationnelle de la relation qui existe entre eux et leurs parents. Eh bien non! Dans le goulag éducatif suisse, les enseignants n'ont pas voix au chapitre, ni le droit au plus élémentaire bon sens. On leur interdit de prendre leurs responsabilités. Ils ont peur, et plutôt que de faire leur devoir, ils se réfugient dans le sacro-saint code de procédure imposé par l'État. Ils ont appris, sans doute à leurs dépens, que c'est la seule façon de couvrir leurs fesses. Sans que ma femme ni moi n'en soyons informés, ils font intervenir les forces de police. Quelle n'est pas ma surprise quand quelques semaines plus tard, ou un mois ou deux plus tard, à 11h45, je reçois un appel téléphonique du sergent Drault qui me demande si je suis libre pour passer au poste de police dans 15 minutes. Tenez. Il me dit juste que cela concerne mes enfants. Par définition, je me fais instantanément du souci. J'annule donc tous mes engagements et je me rends immédiatement au poste. Je suis reçu par le sergent Drault qui me dit que mes enfants ont passé toute la matinée avec des policiers pour répondre à un interrogatoire sur l'état des relations familiales, en particulier s'ils sont victimes de violences physiques de la part de leur père. Je n'en crois pas mes oreilles. J'en suis à terre. Il s'aperçoit de mon désarroi et essaye de me rassurer. Il dit qu'il m'a téléphoné car il ne veut pas que je l'apprenne de la bouche de mes enfants qui sont encore détenus à 40 km de là au moment où nous nous parlons. Il me dit que j'ai des enfants extraordinaires, que les policiers ont plus appris en une matinée qu'en une année sur la naissance de l'univers, la nucléosynthèse, les sursauts gamma, les trous noirs, l'évolution de la vie sur Terre, la finance, sur l'alimentation, etc., etc. Il me demande même si c'est moi qui leur enseigne tout cela. Il me dit que je n'ai vraiment rien à craindre, mais que, puisque je suis là, serais-je disposé à répondre aux questions auxquelles le procureur souhaite que je réponde. J'accepte, bien entendu,
tout en réalisant que non seulement mes enfants ont été kidnappés par les forces de police pour interrogatoire, mais qu'en plus, je suis accusé par la justice de maltraitance envers mes propres enfants. Il s'avérera plus tard que cet homme, M. Drault, a été la seule personne sensée à qui j'ai parlé durant toute cette affaire. Il est policier. Il est donc confronté tous les jours à des situations difficiles auxquelles son devoir est d'apporter des solutions. Basé sur sa pratique quotidienne, il a développé un bon sens et une forme d'intuition qui lui permet très vite de réaliser s'il y a lieu de s'inquiéter ou non. Il me rappelle l'incident du petit déjeuner que j'avais complètement oublié et que la procédure en cours a été déclenchée par la dénonciation des instituteurs de l'instruction publique, en fait de l'instruction étatique. Il me dit que mes enfants ne se sont souvenus de l'incident qu'après de nombreuses questions durant leur interrogatoire. Certaines des questions sont bien vicieuses et sont clairement destinées à me faire passer pour un bourreau d'enfants. Le sergent Drault en est désolé et il me dit que ce n'est pas lui qui rédige les questionnaires, que c'est la procédure et qu'il est obligé de la suivre. Sacro-sainte procédure, une fois de plus. À la fin de mon interrogatoire, il est censé prendre mes empreintes digitales et un échantillon ADN. Mais compte tenu du fait qu'il est convaincu que je suis un bon papa, qui n'a rien à se reprocher, il me dit que je suis en droit de refuser. En fait, il me recommande de refuser, ce que je fais. L'affaire avec la police s'arrête là. Mais ma femme et moi sommes sommés par la voie judiciaire de nous rendre à une thérapie de couple avec les experts du département de la protection de l'enfance. Je prends contact avec eux le jour même et j'organise la rencontre pour le surlendemain. Nous sommes accueillis par 2 dames. J'y vais avec ma femme. L'une d'elles, d'une 50aine d'années, dont j'ai oublié le nom, et l'autre, Madame Taramarca, d'environ 30-35 ans. Cette dernière m'attaque durement en disant que ce que je fais subir à mon fils est inacceptable, que je suis un homme violent, que depuis qu'elle est responsable des écoles d'Entremont, elle n'a jamais rien vu de pareil, et ainsi de suite, etc., etc. Ma femme et moi, en particulier moi, nous sommes abasourdis, déstabilisés par tant de violence dans les propos. Il n'y a aucune discussion. Nous sommes sur le banc des accusés. Nous craignons qu'en accusant du pouvoir que leur confère la violence légale de l'État, elles nous retirent la garde de nos propres enfants. Elles en ont la légitimité. C'est leur moment de pouvoir. Et sans qu'on puisse le leur reprocher, elles s'en servent, elles en jouissent littéralement. Elles ne le font pas pour faire ce qui est juste, elles s'en servent pour justifier de leur utilité, pour démontrer leur indispensabilité au sein du système dont elles sont les marionnettes. Elles ne pensent pas un instant au mal qu'elles font à nos enfants, au mal qu'elles font aux parents, au mal qu'elles font à notre famille. Elles nous volent un peu plus notre rôle de parents. Nous avons peur de cette violence. Nous avons peur du pouvoir détenu par cette dame Taramarca qui peut détruire notre famille en nous retirant la garde de nos enfants sans possibilité d'appel. En fait, c'est un cauchemar, mais celui-ci est bien réel. Nous vivons dedans. Il nous est imposé par l'État suisse. Si tu veux contrôler quelqu'un, fais-lui peur. C'est le principe utilisé par l'État et ses servants dans l'exemple ci-dessus pour m'empêcher de faire de mes enfants quoi que ce soit d'autre que ce qu'ils ont décidé à la place des parents. C'est l'alliance du cadre légal, des forces de police et de l'éducation étatique pour faire de tes enfants une force de travail qui ne remettra pas en cause
ni leur pouvoir, ni le cadre légal, ni le cadre constitutionnel. Les États ont compris que gouverner les hommes passe par le contrôle de l'éducation des jeunes. Ils ont besoin de moutons qui intègrent le troupeau docilement, sans broncher, pour maintenir l'inertie du système qui rend les politiques tout-puissants et qui les nourrit. Ils ont besoin de création de valeur, mais venant de personnes qui ne décident plus de rien. Ils en dépendent, car les politiques sont des centres de coût. Contrairement à toi, ils ne produisent aucune valeur par leur travail. Et malgré cela, nous avons besoin d'eux. Ils ne sont en aucun cas nos ennemis. Au contraire, ils sont nos alliés indispensables, car ils administrent nos sociétés. Mais ils n'ont rien à faire dans l'enseignement. Ils n'ont aucun rôle à jouer dans l'éducation des enfants. C'est le devoir des politiques de redonner leur liberté et leur pouvoir décisionnel aux professionnels de l'enseignement, et en particulier aux parents, si tu veux faire de tes enfants autre chose que des robots formatés au service des États et de leurs intérêts financiers. C'est à toi et à moi de l'imposer. Cela s'inscrit dans une volonté bienveillante de faire ce qui est dans l'intérêt du plus grand nombre, dans l'intérêt de tous les parents et de leurs enfants en particulier. C'est le futur de l'humanité. Et le jour où les politiques retrouveront leur bienveillance, les politiques qui ont un projet pour toi et ta communauté seront fiers de te redonner tes responsabilités et le cadre éducatif que nos enfants méritent. La standardisation des programmes éducatifs tue l'originalité de pensée de tes enfants. En acceptant cela, tu détruis leur capacité à communiquer en utilisant un vocabulaire riche et varié. Rappelle-toi, de 4200 mots à 1800 mots en un siècle de formatage, de standardisation, en fait de nivellement par le bas. Cette crise de la richesse de vocabulaire est probablement le plus grave indicateur de l'échec total de nos systèmes éducatifs mis sous contrôle des États, car c'est notre capacité langagière qui est le moteur principal du succès de notre espèce. Quelle que soit la langue que tu parles, c'est elle qui t'a fait passer d'un charognard au top prédateur de la planète en quelques 300 000 ou 400 000 ans. Le langage est le moteur de notre évolution. C'est le garant du succès de l'espèce humaine Homo sapiens sapiens. Si notre capacité à écrire et à nous parler diminue, que ce soit par diminution de la richesse du vocabulaire ou par la standardisation des programmes d'enseignement, par la pensée unique ou par la restriction de notre liberté d'expression, c'est que notre système éducatif n'est pas bon. Il empêche de préserver et d'enrichir la qualité essentielle de l'humain, notre capacité collaborative par le système langagier. En 2024, les systèmes éducatifs sous contrôle des États ne sont pas capables de laisser libre cours à notre créativité, à notre inventivité, à notre capacité à concevoir, à construire des choses nouvelles dans les domaines des sciences, de l'art, du cinéma, de la musique, et en fait dans tous les domaines, incluant nos systèmes de gouvernance. Ton cerveau peut acquérir des connaissances plus ou moins facilement durant les différents stades de son évolution. Tu acquiers les premiers phonèmes qui constitueront le langage dès les premiers mois de ta vie. Les bases de la syntaxe du langage sont intégrées avant 5 ans. Ton cerveau est réceptif pendant cette période. Il ouvre une porte neurophysiologique qui lui permet d'acquérir cette base avec une efficacité qui ne sera plus disponible à l'âge de 7 ans.
Si tu n'es pas en contact avec tes semblables pendant cette phase cruciale de ton développement cérébral, tu ne combleras jamais ton retard. Tu pourras apprendre à parler, mais tu ne manieras jamais le langage comme tes semblables. Beaucoup d'espèces ont des périodes de leur développement cérébral où ils acquièrent des comportements qu'ils n'ont plus aucune chance d'intégrer à un stade ultérieur. Chez le chien, par exemple, le comportement social s'acquiert entre la 8e et la 12e semaine de vie. Si les jeunes chiots ne sont pas avec leur mère et avec leurs frères et sœurs, leurs autres chiots, entre la 8e et la 12e semaine, ils seront asociaux à vie. Ils n'auront pratiquement aucune chance de comprendre et d'intégrer le body language et les comportements nécessaires à l'entente avec leurs semblables, avec leur meute. C'est la raison pour laquelle les éleveurs qui respectent le développement harmonieux de leurs chiens ne laissent jamais les futurs propriétaires prendre les chiots avant la 12e, voire la 13e semaine de vie. Chez l'humain, l'acquisition du comportement social est très forte durant l'enfance, mais elle se maintient dans une moindre mesure toute notre vie. Tu es capable de faire des choix conscients et de changer ton comportement si tu en prends la décision. Mais ce sera beaucoup plus difficile que si tes parents font leur devoir et te montrent l'exemple dès ton plus jeune âge. Les parents observent leurs enfants dès leur naissance. Ils les connaissent mieux que quiconque. C'est à eux de choisir en direct avec les enseignants les programmes les plus adaptés à compléter le développement des jeunes cerveaux au moment où ils sont le plus réceptifs. Cela peut te paraître trivial, mais c'est d'une importance capitale si tu veux donner une chance à ton enfant de devenir la meilleure version de lui-même, de libérer son potentiel, de découvrir ce qu'il est. Encore une fois, l'éducation est une responsabilité parentale et tes enfants trouveront leur vocation là où se croisent leurs talents et les intérêts du monde. Toi seul, en tant que père et mère, peux les mettre sur cette voie. Aucun programme standardisé censé s'adapter à tous uniformément n'y parviendra jamais. L'éducation est indispensable aux primates que nous sommes. C'est le futur de l'humanité. Nous sommes tous d'accord sur ce point. C'est probablement l'investissement continu le plus indispensable et celui qui coûte le plus cher à nos sociétés. C'est intuitivement facile à comprendre. Il faut 30 ans et plus de 10 millions de dollars en 2024 pour faire un médecin. En effet, former un médecin du jardin d'enfants à la fin des stages hospitaliers prendra au minimum 25 ans. En fait, suivant la spécialité, plutôt 30 ans, et coûtera globalement entre 5 et 10 millions de dollars. Certaines études montrent que c'est encore beaucoup plus cher du fait du matériel scientifique, laboratoire et autres infrastructures utilisées. Pour ma part, je ne retiendrai ici que les estimations les plus raisonnables, car je n'ai pas vraiment besoin de te mentir, contrairement aux politiciens. En interprétant les chiffres pour te manipuler, pour t'induire en erreur, pour faire passer un mesquin petit agenda personnel. De plus, la période de réelle rentabilité d'un médecin pour ses patients est comprise entre l'âge de 35 ou 40 ans. Entre l'âge de 35 ou 40 ans et 65 ans, âge de la retraite. Donc le système éducatif dépense 10 millions pour seulement 25 ans ou au mieux 30 ans d'efficacité réelle de rentabilité du médecin. Je devrais donc encore ajouter le coût de la retraite qui, avec la progression de l'espérance de vie, ajoute encore quelques millions ou centaines de mille minimum au bilan global. J'ai pris l'exemple de la médecine car nous le connaissons tous
et qu'il est particulièrement frappant. Mais tu peux étendre le raisonnement à tous les secteurs d'activité humaine. Les chiffres varieront un peu, mais sois certain que le coût de l'éducation de nos cerveaux vides à la naissance est l'investissement en continu le plus coûteux de l'humanité. Alors même que c'est contre-intuitif, les États réussissent à te faire croire que l'enseignement, donc l'éducation, est gratuite. Tu ne payeras rien pour élever et éduquer tes enfants. J'ai bien dit que tu arrives à croire que c'est gratuit, que c'est un acquis social, que nous avons tous droit à l'éducation et que cela ne te coûtera rien et ne coûtera rien à personne. Mais es-tu totalement stupide? Penses-tu que l'actif le plus précieux des êtres humains, à savoir la connaissance, est gratuite? Mais comment peux-tu te laisser manipuler et te mentir de la sorte? Comment peux-tu être assez malhonnête pour penser que notre bien le plus précieux, ce qui marque notre différence avec toutes les autres espèces vivantes sur notre planète, est gratuite? Stop! Réveille-toi! Essaye de sortir de ton empire du mensonge. Retrouve ta lucidité, ton honnêteté intellectuelle. Il n'y a rien de gratuit. L'éducation est encore moins gratuite que quoi que ce soit, entre guillemets, car c'est un engagement financier à 20 ans, voire à 30 ans. Et en le faisant, tu sais que ton retour sur investissement profitera à d'autres, à tes enfants et aux générations futures, mais pas à toi. Il est donc normal, quelque part, que tu aies été séduit par les mensonges des États et des politiques qui te déchargent de cet investissement à long terme dont tu ne profiteras financièrement jamais à titre personnel. Essayons de comprendre ensemble pourquoi ils te promettent la gratuité de l'éducation pour tes enfants. Pourquoi ils veulent te soulager de cette responsabilité. Les États et les politiques sont grossièrement incompétents en matière d'éducation. Personne ne le leur reproche. Ce n'est ni leur rôle, ni leur fonction. En un siècle, ils ont réussi à prendre le contrôle des systèmes éducatifs, scolaires et souvent universitaires parce qu'ils représentent un budget colossal, probablement le plus grand budget de la nation. Les politiques doivent en prendre le contrôle. Ils ne peuvent pas passer à côté de cette source de pouvoir, de cette manne financière. Ils doivent y prélever leur dîme. Je te demande aujourd'hui de faire les liens différemment, de prendre de la hauteur, de regarder la situation dans son ensemble pour la comprendre dans sa globalité. Tu dois comprendre que les États veulent contrôler les systèmes éducatifs pour des raisons financières, mais pas seulement. Ils t'interdisent d'élever tes enfants pour des raisons de pouvoir, pour un meilleur contrôle de ce qu'ils mettent dans la tête des futurs citoyens esclaves. Les jeunes adultes sont tellement formatés par cette standardisation des programmes qu'ils ne sont plus capables de repenser le système autrement. Ils n'ont plus la confiance en eux qui leur permettrait de prendre de la hauteur, d'avoir une vue satellite globale, de faire les liens de façon plus simple. Ils n'osent plus le sens critique. Le système leur apparaît si complexe, il a tellement d'inertie que nos jeunes, même les plus brillants, baissent les bras. Ils n'osent pas proposer quelque chose de nouveau, de plus simple, de plus vrai, de plus créatif. Ils ne veulent pas perdre leur vie à essayer de se réapproprier un monde qui ne leur appartient plus, un monde que le pouvoir des politiques leur a volé. C'est à toi et à moi de le leur rendre.
Ne force pas tes enfants à adopter tes habitudes, ni tes lois, ni même tes biens, car ils ont été créés pour un autre temps. Ton devoir est de proposer, pas d'imposer. Et c'est à tes enfants d'apprendre à choisir ce qui leur donnera une vie bonne, ce qui leur permettra d'avoir une vie accomplie. C'est à toi de choisir si la mort d'un ancien système est la seule voie vers la renaissance d'un nouveau. Mais tu le dois à tes enfants. En tant que parent ou éducateur, tu as peur du changement. Tu luttes contre la mort, qui pour toi est l'ennemi ultime. Tu n'as pas compris que la mort, dans ce cas de figure, est le cadeau ultime de la nature. La mort est notre bienfait le plus précieux, car elle autorise la renaissance, la poursuite de notre chemin. Imposer tes structures obsolètes à tes enfants est criminel. Tu n'as pas le droit de leur imposer de devenir les gérants des modèles qui t'ont rendu service pendant ta vie. Tu dois être capable de les laisser mourir pour qu'ils puissent renaître au service des nouvelles générations. C'est un devoir que nous avons tous envers les nouvelles générations. La solution, c'est redonner l'éducation aux professeurs, aux professionnels de l'éducation. Car j'accuse l'État de t'avoir volé tes enfants et dans le même temps, je t'accuse de l'avoir accepté et d'avoir démissionné de ton rôle parental. Tu as abandonné tes enfants entre les mains de l'État. C'est un fait et c'est ce que tu observes partout. J'accuse les démocraties sociales d'avoir volé leur profession et même leur vocation aux enseignants. Il les a transformés en fonctionnaires, en mercenaires de l'État, avec la bénédiction béate des parents et du peuple tout entier. Personne ne l'a fait par volonté de nuire aux parents, ni aux enfants, ni même à leurs professeurs. Mais tu l'as laissé faire car à force d'être répétés, les mensonges de ceux à qui profite le crime sont devenus ta réalité, ta vérité. Tu es responsable de cette débâcle, mais indirectement, car tu es la victime de leurs mensonges, tu es la victime de leurs manipulations. Tu leur fais confiance alors qu'ils ne défendent que leurs intérêts, les intérêts du pouvoir. Comme dans la médecine, tu dois rendre l'éducation aux professeurs, aux instituteurs et à tous les enseignements du monde. Tu dois leur rendre leur vocation à éduquer, à faire en leur âme et conscience ce qu'ils sont seuls à pouvoir faire. Tu veux libérer les enseignants des contraintes politiques, les libérer des intérêts du pouvoir. Tu veux leur redonner leur complète autonomie au service des valeurs qui nous unissent, au service du savoir, au service de l'humain, au service de toutes les générations à venir. Tu dois redonner leur éthique aux professionnels de l'enseignement pour qu'ils cessent d'être les mercenaires du pouvoir et de leurs intérêts financiers. Pour cela, tu dois éliminer la machine étatique de l'éducation et rendre sa pleine et complète autonomie au secteur de l'éducation. Voyons comment la solution. Comme dans tous les domaines, les solutions qui construiront le futur des systèmes éducatifs ne peuvent pas être de simples balbutiements idéologiques ou philosophiques. Les individus qui arrivent avec des idées séduisantes, mais qui n'ont aucun fondement pratique, qui sont issus de pures théories ou extraites de l'étude de la psychologie, ne font que satisfaire les modes du moment.
Ils parlent bien, ils te séduiront avec leurs beaux discours, souvent ils te diront ce que tu souhaites entendre, mais ils ne proposent rien de simple et de pratique que tu puisses utiliser maintenant pour redonner l'éducation aux professionnels de l'enseignement. Tu dois décentraliser et reprendre les rênes financières sans intermédiaire, car même dans le domaine de l'éducation, la logique économique doit être présente. Elle seule garantira la pérennité du système sur le long terme. Ton but est de rétablir un lien direct entre toi, tes enfants et les éducateurs sans aucun intermédiaire, qu'ils soient financiers ou décideurs des programmes enseignés. L'État doit se désengager entièrement et te redonner le pouvoir d'achat nécessaire à payer toi-même pour l'éducation de tes enfants. Comme pour la santé, tous les citoyens sont contraints à une épargne individuelle solidaire obligatoire, EISO, éducation, de 9% de leurs revenus dès leur premier salaire pour payer l'éducation des enfants. Cela doit devenir une contrainte constitutionnelle. Personne ne peut s'y soustraire. Les impôts sont diminués et remplacés par cette épargne solidaire personnelle obligatoire dès le premier salaire, même si l'individu n'a pas encore d'enfant, même s'il ne compte pas en avoir. Cet argent est placé sur un compte de consignation non taxé au nom du salarié. Il reste sa propriété en tout temps. Il n'est utilisable que pour payer les professionnels de l'enseignement, les écoles et les universités. Les parents récupèrent leur pouvoir d'achat, la valeur de leur travail, pour l'investir dans l'éducation de leurs enfants en direct, sans passer par l'impôt, sans passer par l'intermédiaire de l'État qui multiplie les coûts par son incompétence et sa paperasserie bureaucratique. L'éducation est payée à son juste prix par les parents qui en contrôlent les coûts directement. Les écoles, les établissements scolaires et les universités sont payantes. Elles sont toutes en concurrence les unes avec les autres pour offrir aux parents, aux élèves et aux étudiants le programme éducatif le mieux à même de les satisfaire. Ce sont les professionnels de l'enseignement qui déterminent les programmes pour toutes les matières enseignées. Ils le font librement et en toute indépendance, sans contrainte, ni politique, ni étatique. Ils les établissent en leurs âmes et conscience, en offrant ce qu'ils pensent être le mieux adapté pour préparer les écoliers et les étudiants à leur vie professionnelle d'adulte. Les parents choisissent avec leur enfant les écoles et les universités en fonction des programmes qui leur semblent les mieux adaptés à leurs objectifs et à leurs ambitions. Ils en ont les moyens financiers du fait de l'épargne individuelle solidaire obligatoire éducation, EISO-E, qu'ils ont à disposition. Les impôts diminuent et grâce à l'augmentation de leur pouvoir d'achat, les parents peuvent en toute liberté faire ce qu'ils estiment le mieux pour leurs enfants. Si les parents souhaitent allouer plus que leur épargne individuelle solidaire obligatoire à l'éducation de leurs enfants, ils peuvent le faire. C'est un choix familial d'allocation des ressources en fonction du désir et du potentiel de l'enfant ou de l'étudiant. Le financement des établissements scolaires et universitaires par l'argent public ou par l'État est interdit par la Constitution. Le financement des systèmes éducatifs par des sponsors ou des donateurs privés est autorisé dans la mesure où il n'exerce pas la moindre influence sur les choix éducatifs des enseignants.
C'est aux professionnels de l'éducation de trouver la logique économique de leur établissement et leur équilibre financier. Pour cela, ils proposent des programmes éducatifs attractifs aux parents et aux élèves, au juste prix, sans intermédiaire étatique. Ils suggèrent ce qui leur semble le plus adapté à amener l'enfant à maturité le plus efficacement, le plus rapidement possible. Ils en tirent leur avantage compétitif. S'ils n'offrent pas un service éducatif qui satisfait les parents et les étudiants, s'ils ne trouvent pas leur équilibre financier, ils font faillite et sont remplacés par d'autres. Les intérêts politiques, le copinage et la corruption qui y sont associés ne peuvent en aucun cas sauver les mauvais établissements au détriment des bons. C'est aux parents de payer l'éducation en direct, qui paye commande. Et tu veux rester maître du jeu. Tu veux reprendre tes responsabilités de père et de mère. Le devoir de l'État est de t'en donner les moyens et les structures. Il n'a pas le droit de s'imposer comme intermédiaire financier qui décide de tout. Ça doit devenir anticonstitutionnel. En fait, je te propose un retour au pouvoir du peuple, un retour au pouvoir de l'humain et du bon sens terrien que nous avons tous. C'est un retour à la confiance en soi, un désir de reprendre tes responsabilités. Chacun est maître de son secteur qui ne peut plus être financé par la centralisation, par la collectivisation. La solidarité humaine reste au centre de l'équation. Mais le financement de l'éducation est décentralisé chez tous les citoyens. Plus de lobbying, plus de tout-puissants qui décident pour les autres en fonction de leurs convictions et de leurs intérêts personnels. Plus de domination d'un tout petit nombre d'individus sur l'écrasante majorité parce qu'ils contrôlent les flux financiers, parce qu'ils te dominent financièrement. Terminé. Chacun est libre de faire les meilleurs choix pour lui-même, pour ses enfants et pour ses proches. Chacun en a les moyens financiers. Les structures des systèmes de gouvernance nous en donnent la possibilité. Résumé. Toute personne sensée, toute personne bien intentionnée ne peut qu'adhérer au fait de redonner l'éducation aux professionnels de l'enseignement. La seule façon de le faire est d'éliminer les parasites qui les dépossèdent de leur vocation d'enseignant, qui les contrôlent en imposant des programmes uniformisés et les structures administratives qui vont avec. Pour cela, tu dois imposer par la Constitution que plus jamais un petit nombre d'individus ne puisse centraliser les flux financiers générés par un secteur d'activité humaine aussi important que l'éducation. Il en va de l'intérêt de la nation, de l'intérêt de tous les individus au niveau individuel comme au niveau collectif. Chaque citoyen, chaque famille, doit rester solidaire de l'autre par des règles constitutionnelles qui les disciplinent et qui font en sorte qu'ils ne seront jamais une charge pour la collectivité. Si l'État, le cadre légal et la Constitution ne te permettent pas d'être responsable de l'éducation de tes enfants, de leur donner les valeurs que tu souhaites leur transmettre dans ta détermination, de respecter les programmes faits par des professionnels de l'éducation hors contrainte administrative étatique, tu dois les considérer comme tes ennemis jusqu'à qu'ils te rendent ta liberté, jusqu'à qu'ils te rendent ce pourquoi tu les payes. Ton but n'est pas de casser, ton but est de reconstruire pour remplacer un ancien modèle qui a atteint les limites de ce qu'il peut offrir, qui ne sert plus
les générations futures, qui bride la créativité, qui est un frein à la liberté de penser et à la liberté d'expression, qui ne donne aucune chance à nos enfants d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Ajouter quelques lois ou nouvelles règles au système existant qui en est déjà saturé ne fera qu'augmenter la capacité de ceux qui s'en servent pour t'imposer ce qui ne défend uniquement leur intérêt. En aucun cas tes intérêts, ni ceux de tes enfants. Tu dois repenser le système éducatif de A à Z et mettre en place de nouvelles fondations. Tu veux une éducation qui appartient aux professeurs. Tu veux des programmes d'enseignement variés et adaptés aux étudiants, proposés et construits par des professionnels de l'enseignement en toute indépendance. Tu veux rétablir une relation directe entre tes enfants, les professeurs et les parents. Tu veux une saine et stimulante compétition entre tous les acteurs de l'enseignement. Tu veux que les États te redonnent les moyens financiers de payer toi-même l'éducation obligatoire de tes enfants. Tu veux rester solidaire de tous tes concitoyens par une épargne individuelle solidaire obligatoire éducation, EISO-E. Tu veux que le principe de solidarité soit décentralisé et avalisé par les articles constitutionnels qui mettent tous les individus sur un pied d'égalité en matière de leurs droits et de leurs devoirs. Tu veux confirmer que l'éducation est un devoir parental et que tu t'engages à accompagner tes enfants jusqu'au bout pour libérer leur potentiel et encore une fois devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Assez d'explications. Tu trouveras au chapitre 11 et ci-dessous l'article constitutionnel 8 et tous ses alinéas et explications complémentaires sur le secteur de l'éducation. C'est la mise en application des conclusions logiques issues des erreurs du passé dans le but de corriger les manquements du système éducatif actuel. Tu le retrouves, ainsi que toutes les autres fondations constitutionnelles dont nous avons besoin pour redonner leur force à nos démocraties et dans ce cas de figure au système éducatif. Merci pour ton attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.